Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. S'il y a bien une chose courante au sein de l'ordre Jedi, ce sont les utilisateurs de la Force. Logique. Mais parmi eux, il y a des Jedi qui ne résistent pas à l'envie d'explorer la Force un peu plus que prévu en touchant au fameux côté obscur. Et très souvent, lorsqu'on goûte aux fruits interdits, on a envie d'y goûter une nouvelle fois jusqu'à ce que ces Jedi tombent complètement dans le côté obscur, faisant d'eux des Jedi déchus ou plus simplement appelés Jedi noirs. Je vous propose donc aujourd'hui quelques histoires de Jedi ayant basculé dans le côté obscur. Sans parler bien sûr des cas d'Anakin, Dooku ou Kylo Ren, on connaît déjà. J'ai d'ailleurs sorti une excellente vidéo sur l'origine de Dooku. N'hésitez pas à aller la voir si vous voulez savoir pourquoi et comment il a quitté l'ordre Jedi. On commence avec l'énorme Bézalisque possédant deux doubles sabres laser, Pong Kreel. Un Jedi très particulier puisque déjà, comme je l'ai dit, c'est un Bézalisque. C'est pas commun chez les Jedi, mais surtout, il possède une maîtrise incroyable concernant l'utilisation de deux doubles sabres laser en même temps. C'est du jamais vu. Pong Kreel est devenu maître Jedi durant la période de la guerre des clones et a donc participé aux différents conflits en tant que général Jedi. En qualité de chef militaire sur le champ de bataille, il est l'un des Jedi ayant obtenu le plus grand nombre de victoires décisives pour la République sur les séparatistes, témoignant ainsi de sa persévérance intense sur l'atteinte des objectifs, peu importe le coût. Il ne s'intéresse qu'aux résultats lors des affrontements, mais souvent il est prêt à sacrifier ses propres hommes pour réussir la mission et récolter tous les lauriers. Alors, ça vous donne peut-être l'impression, mais il n'est pas encore passé du côté obscur à ce moment-là. Malgré son rang de maître Jedi, Kreel se révèle être un individu insensible et arrogant envers tout le monde, y compris envers ses frères de l'ordre et même envers ses supérieurs tels que le maître Jedi Yoda. Cependant, il nourrit un mépris absolu envers les clones, les considérant simplement comme de la chair à canon. À ses yeux, leur vie ne vaut guère plus que celle de droïdes. En tant que général renommé et accompli, Pong Kreel fait preuve d'une grande assurance dans son commandement, ne tolérant ni échec ni insubordination de la part des clones sous son autorité. En très peu de temps, au sein de l'ordre Jedi, Kreel s'est forgé la réputation d'être un Jedi exceptionnel grâce à ses nombreuses missions réussies au plus fort de la guerre des clones pour le compte de l'ordre Jedi et de la République. Cependant, une réputation plus sombre le poursuit. Il est le général Jedi ayant subi le plus de pertes parmi les clones placés sous son commandement au sein de l'ordre Jedi. Naturellement, avec cette perspective et cette approche, Kreel décide un jour de s'aventurer au-delà des limites imposées par l'ordre Jedi concernant la Force, effleurant ainsi le côté obscur. Un choix qui le bouleverse le jour où il reçoit une vision annonçant la chute de l'ordre Jedi et de la République, tous deux détruits de l'intérieur, cédant ensuite la place à un nouvel ordre. Ce qui l'inquiète, ce n'est pas tant la perspective de voir ses compagnons d'armes périr, ou la destruction de l'ordre, mais plutôt le danger potentiel pour sa propre vie. Pour éviter cela, Kreel s'enfonce de plus en plus dans le côté obscur, abandonnant complètement la voie des Jedi, le tout dans le plus grand des secrets. Dans le but de trouver sa place dans ce nouvel ordre vu dans la vision, Kreel prend contact avec les Sith, en particulier avec Dooku, lui jurant allégeance et souhaitant devenir son apprenti. Dès lors, il prend la décision de se comporter en tant qu'agent double, servant les Sith secrètement tout en demeurant un Jedi aux yeux de tous dans le but de participer à la destruction de l'ordre depuis l'intérieur. C'est lors de la bataille d'Umbara que les objectifs inavoués de Kreel sont mis en lumière quand les clones placés sous ses ordres dénoncent ses méfaits à l'encontre des Jedi. Mais face à l'insubordination de ses soldats, Kreel se laisse emporter par une rare violence, utilisant sa parfaite maîtrise du double sabre laser dans chaque main et sa force physique écrasante pour semer la destruction parmi les clones, dans le seul but de démontrer leur faiblesse et leur inutilité. Après une longue traque dans la forêt de la planète, en exécutant chaque clone devant lui, il est capturé et incarcéré. Mais après avoir révélé sa véritable loyauté et conscient que, même s'il est appréhendé, il parviendra à s'en tirer, car la parole d'un maître Jedi a bien plus de poids que celle des clones, surtout en temps de guerre, il est froidement exécuté dans sa cellule par l'un des clones présents. Et comme on s'y attendait, malgré l'action, on va dire, héroïque aux yeux des clones, le clone, qui se prénomme Dogme, est arrêté pour avoir tué un général Jedi. Allons cette fois-ci du côté d'un personnage tombé malgré lui dans le côté obscur que j'aime beaucoup, Taron Malicos.
Maître Jedi respecté, Taron a été un acteur clé pendant la guerre des clones, prenant son rôle de général Jedi avec sérieux et détermination, contrairement à certains de ses pairs comme Ponkril. Grâce à sa bonté d'esprit et son expertise concernant la stratégie, Taron a gagné la réputation auprès des Jedi et des clones d'être l'un des Jedi les plus fiables de l'Ordre et de la République. Son expertise tactique sur les champs de bataille et sa maîtrise exceptionnelle du Jarkai, un style de combat au sabre laser utilisant une lame dans chaque main, ont renforcé sa réputation de combattant redoutable. Cependant, lors d'une mission pour la République durant la fin de la guerre des clones, il est trahi par ses propres troupes lors de l'activation soudaine de l'Ordre 66. Surpris par la trahison de ses propres hommes, Malicos parvient, grâce à son excellente maîtrise des sabres laser, à se défendre et à éliminer ses propres soldats. Le tout, bien sûr, à contre-cœur. Après cela, il s'empresse d'embarquer dans son chasseur stellaire pour fuir les lieux en direction, a priori, de Coruscant. Cependant, sans plus d'informations, son chasseur s'écrase sur la sombre planète de Dathomir. Alors seul au départ sur la planète, le maître Jedi est envahi par la peur, le stress et l'incompréhension face à toute cette situation. Mais en plus de cela, son crash est repéré par le clan des Frères de la Nuit, dirigé par Viscus. Pris de peur, Taron tente de s'échapper à travers le paysage rocheux de ce monde, mais finit capturé et emprisonné dans le village des Frères. En raison de sa situation désespérée, mais surtout de la forte connexion de Dathomir avec le côté obscur, Taron succombe peu à peu à la folie et à l'obscurité. Quelque temps plus tard, il parvient à s'échapper, mais il est rapidement capturé à nouveau. Alors qu'il est conduit pour être vraisemblablement exécuté, Taron provoque en duel le chef du clan, Viscus. Ce dernier, n'ayant pas le choix, accepte, mais les compétences de Taron avec un sabre laser lui permettent de remporter le duel, tuant ainsi le chef de clan. Grâce à cette victoire, Taron devient le nouveau chef des Frères de la Nuit, utilisant la peur comme seul moyen de domination. Il va alors faire le ménage dans le clan en tuant toutes les personnes s'opposant à lui, arrachant leurs cornes pour les mettre autour de son cou. Quelque temps plus tard, alors qu'il recherche un pouvoir obscur dans le tombeau de Kuje, une ancienne entité maléfique de Dathomir, Malicos rencontre la dernière sorcière de la nuit, Merrin. Initialement réticente à la présence du Jedi, Malicos tente d'obtenir sa confiance et son aide en lui racontant que ce sont les Jedi qui sont responsables du génocide des sorcières de Dathomir. Un mensonge bien sûr, car le véritable responsable est Grievous sous les ordres de Dooku. Malicos promet alors à Merrin qu'il l'aidera à se venger des Jedi si elle lui apprend tout ce qu'elle sait sur la magie pour accéder au pouvoir obscur du temple de Kuje. Après quelques années sur Dathomir, Malicos succombe complètement au côté obscur et à la folie, oubliant la voie des Jedi pour devenir un puissant Jedi déchu et un chef de guerre impitoyable. Et c'est finalement durant ces années qu'il rencontre le fameux Padawan Cal Kestis, qu'il identifie immédiatement comme un Jedi grâce à son sabre laser à la ceinture. D'ailleurs, un sabre laser d'une qualité incroyable, puisqu'aujourd'hui, avec sabrelaser.fr, j'ai un nouveau sublime sabre laser à vous montrer. Le magnifique sabre laser de Cal Kestis, tout droit sorti de la série Jedi. Clairement, en termes de qualité, au niveau des matériaux et du visuel, on est sur un objet premium, comme d'habitude avec sabrelaser.fr, avec qui je collabore depuis 1 an, et ça se passe super bien, ils ne m'ont jamais déçu. Du moins, pas encore. Le sabre laser comporte beaucoup de détails au niveau du manche et même à l'endroit où c'est abîmé, ça fourmille de petits détails, le tout avec un alu brossé et usé qui donne vraiment l'impression que le sabre a été utilisé. Perso, c'est ce que j'adore. Bien sûr, vous aurez aussi la possibilité, comme d'habitude, d'être ébloui avec les nombreuses configurations au niveau de la lumière ultra puissante du NeoPixel, avec en plus de ça un nombreux choix de couleurs selon vos goûts. Si vous souhaitez vous le procurer ou vous procurer un tout autre sabre laser, ça se passe dans la description sur le site sabrelaser.fr et j'ai 2 codes promo pour vous de 15 et 20% sur tout le site et valide sur n'importe quel sabre laser correspondant au code promo. Et en plus, vous pouvez payer en plusieurs fois sans problème. Et rajoutons à cela que c'est une boutique française. Et si vous avez un souci et des questions, le SAV est là pour vous. C'est la Star Wars Day dans quelques jours, c'est qu'une fois par an, c'est le moment de se faire un peu plaisir.
Et c'est grâce en particulier à l'emploi de ce sabre laser et à l'assistance de Meereen, qui a découvert la vérité sur le génocide de ses sœurs, que Cal Kestis triomphe de Taron Malicos. Ce dernier est ensuite enseveli vivant par Meereen grâce à sa magie. Bien que vaincu et disparu, Malicos n'est pas officiellement déclaré mort, laissant ainsi la possibilité de son éventuel retour. Ce serait vraiment génial. Cette fois-ci, je souhaiterais évoquer un personnage qui, après des années d'absence, fera enfin son retour prochainement. Il s'agit de la padawan Barriss Offee. Barriss, une Mirialan, était la padawan du maître Jedi Luminara Undili à l'époque de la guerre des clones. Barriss est considérée par de nombreux maîtres Jedi comme la padawan idéale. Elle est d'une grande douceur, dotée d'une intelligence remarquable, d'une mémoire photographique et d'une habileté exceptionnelle avec un sabre laser, bien qu'elle préfère souvent privilégier les mots à l'usage de cette arme. En effet, c'est l'un des traits caractéristiques de Barriss, elle est farouchement opposée à la guerre et à la violence. C'est une pacifiste au cœur tendre. Elle n'avait aucune envie de prendre part à la guerre des clones par exemple, mais comme d'autres Jedi, elle a été contrainte de s'impliquer dans le conflit. Durant cette période, elle a également su nouer une véritable amitié avec Ahsoka, elle aussi padawan à ce moment-là. Un jour, lors de sa première mission en solo, Barriss se rend sur la planète Drongar, située dans la bordure extérieure. Sans information précise, elle fait la découverte d'une plante naturelle qu'elle ingère, ce qui amplifie considérablement sa sensibilité à la force à un niveau si élevé qu'elle ressent pour la première fois le côté obscur en elle. Cet événement marque un tournant dans sa vie. Par la suite, grâce à ses nombreuses réussites, Barriss atteint finalement le statut de chevalier Jedi. Cependant, au cours de cette période, elle éprouve de plus en plus de difficultés à comprendre pourquoi les Jedi s'engagent dans la violence de la guerre des clones, une guerre, selon elle, qui ne les concerne même pas. Barriss s'enfonce alors progressivement dans des idéaux extrémistes concernant les Jedi et leur implication dans le conflit. Un jour, elle fait la rencontre de Letta Turmonde, une militante farouchement opposée à la participation des Jedi à la guerre. Constatant une convergence dans leur point de vue sur les Jedi et désireuse de réveiller la conscience de l'ordre quant à leurs actions, Barriss fournit à Letta des nanodroïdes explosifs dans le but de viser le temple Jedi. Cette dernière, dont le mari, Djacar, travaille au temple Jedi, lui fait secrètement ingérer ces nanodroïdes. Alors qu'il se rend, comme à son habitude, à son poste au temple Jedi, Djacar explose, emportant avec lui 25 personnes, dont des Jedi, dans un événement d'une extrême gravité et totalement inattendu pour l'ordre, qui vont alors déployer de nombreuses forces pour retrouver les responsables de l'attentat. Letta est rapidement appréhendée par Anakin Skywalker et Ahsoka, puis incarcérée. Mais avant qu'elle ne puisse révéler l'instigatrice de l'attaque, elle meurt étranglée en secret par Barriss à l'aide de la Force. Et c'est en orchestrant cette série d'actions que Barriss succombe totalement au côté obscur et renonce à la voie des Jedi. Elle fera d'ailleurs accuser Ahsoka de l'attaque. Quelque temps après, ses agissements sont révélés au grand jour à la suite de l'enquête d'Anakin pour innocenter Ahsoka. Barriss se retrouve alors face à Anakin armé de 2 sabres laser à lame rouge qu'elle avait auparavant dérobés à Ventress. Durant leur affrontement, elle révèle avoir perdu toute confiance en l'ordre Jedi, condamnant le conseil d'encourager la violence en participant à la guerre. Après un intense combat au temple Jedi, mettant en avant sa parfaite maîtrise du Jarkai, Barriss est finalement appréhendée et jugée. Lors de son procès, elle affirme sans regret l'attentat avant d'être incarcérée. Et c'est quelques jours plus tard, lors de l'activation de l'Ordre 66, que Barriss est libéré pour rejoindre les rangs de l'Inquisitorius sous les ordres du Grand Inquisiteur qui l'avait repéré lors de son jugement car ce dernier était l'un des 4 gardiens présents lors du procès. La suite de cette histoire sera dévoilée dans la série Tales of Empire qui sort le 4 mai. Finalement, Barriss n'est qu'une victime de la guerre, corrompue par la violence malgré elle. On passe rapidement sur un autre Jedi très peu connu et même inconnu pour beaucoup, datant de l'époque de l'Ancienne République. Il n'y a pas grand chose à dire sur lui, mais je voulais tout de même l'intégrer à la vidéo concernant son statut, mais surtout la raison qui l'a poussé à rejoindre le côté obscur. Le maître Jedi Radaki. Comme je l'ai précédemment évoqué, les informations à son sujet demeurent sommaires. Néanmoins, c'était un Jedi singulier de par son point de vue.
Contrairement aux préceptes de l'ordre, Radaki était convaincu que les Jedi devaient maintenir leurs liens familiaux et amoureux ainsi que leurs possessions, que ce soit de l'argent, des objets, des souvenirs, etc. C'est en raison de l'interdiction imposée par l'ordre concernant ses envies que Radaki fut séduit par la liberté offerte par le côté obscur. Et c'est à la suite d'un conflit survenu entre lui et les Jedi concernant les règles trop rigides de l'ordre en matière d'attachement que Radaki décide de quitter la voie des Jedi en se séparant de l'ordre, se retrouvant ainsi inscrit dans la célèbre liste des 20 égarés. Alors, les 20 égarés, c'est un groupe répertorié dans les archives Jedi comme étant composé de membres ayant quitté l'ordre à la suite de désaccords relatifs au mode de vie des Jedi. Vous les avez probablement tous déjà vus car ils apparaissent sous forme de buste dans l'épisode 2 et plus. Un personnage que vous connaissez tous a fait partie des 20 égarés, le comte Dooku. Son buste ainsi que les 19 autres sont exposés dans les archives Jedi. Pour revenir à Radaki, après avoir quitté l'ordre Jedi et rejoint le côté obscur, il a finalement aussi rejoint le camp adverse, donc les Sith, en prenant une nouvelle identité, celle de Dark Krall. On ne sait rien de plus sur lui pour le moment, mais le fait qu'il soit pour l'attachement en plus d'être l'un des 20 égarés, j'ai trouvé ça trop cool de le mettre dans la vidéo. Et au moins maintenant, vous le connaissez. Je vous propose maintenant un Jedi qui est à la fois assez connu et adoré, mais aussi totalement inconnu pour beaucoup. Il est l'un des amis d'enfance d'Obi-Wan Kenobi, le maître Jedi Quinlan Vos. Peu de temps avant la conclusion de la guerre des clones, Vos est convoqué par le Haut Conseil Jedi pour une mission jugée des plus confidentielles. Il doit assassiner le comte Dooku. Vous avez bien entendu, le Conseil Jedi a émis l'ordre d'assassiner. Le Conseil a pris cette lourde décision en raison d'un génocide perpétré par Dooku à l'encontre d'une espèce dans l'unique but de s'emparer des ressources de la planète pour les séparatistes. Face à cette situation alarmante et dans le but d'empêcher Dooku de récidiver tout en voulant mettre un terme à la guerre des clones, Vos se voit assigner cette mission d'assassinat. Pourquoi lui ? Eh bien, Quinlan est un maître Jedi assez exceptionnel au niveau de ses pouvoirs, mais surtout reconnu pour son non-conformisme au sein de l'ordre, bravant fréquemment les règles du code à l'instar de Qui-Gon. Mais on va dire en 2 fois pire. Malgré ces transgressions, le Conseil les tolère en raison de son excellence en tant que maître Jedi et de sa loyauté envers l'ordre, le chargeant fréquemment de longues missions d'infiltration assez dangereuses. En somme, Quinlan pourrait être comparé à un agent secret qui fait un peu le sale boulot secrètement dans le but de maintenir une certaine paix. D'où sa sélection pour cette mission. Yoda recommande alors à Vos de faire équipe avec un partenaire bien particulier, Asajj Ventress, qui avait autrefois été aux côtés de Dooku avant de devenir une chasseuse de primes. Il était crucial que Ventress n'apprenne pas que Vos était en mission d'assassinat pour le Conseil. Vos localise rapidement Ventress sur la planète Pantora. Là-bas, il parvient à la rencontrer en se présentant comme un chasseur de primes à la recherche d'un partenaire. Par la suite, les deux vont travailler ensemble pendant une bonne petite période en tant que chasseurs de primes. Cependant, au cours de cette collaboration prolongée, les 2 protagonistes développent une relation amoureuse sérieuse et intense. Finalement, avec le temps, par amour, Vos avoue à Ventress qu'il est un Jedi missionné pour assassiner Dooku. Ventress, réalisant le potentiel de cette mission pour se venger de son ancien maître, accepte de lui prêter assistance. Elle lui confie alors que la seule façon de tuer Dooku est de se laisser emporter par le côté obscur. Faisant confiance à Ventress, Vos accepte initialement avec une certaine réticence et ensemble, ils se rendent sur Dathomir dans le but d'initier Vos aux voies du côté obscur. Malgré cela, Quinlan demeure un Jedi et reste fidèle aux principes de l'ordre, notamment concernant le côté obscur qu'il s'est toujours interdit d'expérimenter. Il résiste alors un moment à l'attrait de la colère et du côté obscur. Cependant, jugeant de nouveau que c'est le seul moyen de vaincre Dooku, Quinlan Vos décide d'abandonner la voie des Jedi en rejoignant Ventress et surtout le côté obscur pleinement. À partir de là, Ventress le forme et l'habitue à l'art du meurtre et au goût du sang, afin de le préparer à assassiner Dooku. Cela transforme peu à peu Quinlan Vos qui, malgré tout, demeure conscient de sa véritable identité et garde toujours en tête qu'il agit ainsi pour tuer Dooku, mais aussi par amour pour Ventress.
Il ne s'agit pas là d'un simple Jedi ayant cédé au côté obscur pour le pouvoir ou tout autre intérêt en lien avec le profit. Et c'est avec le temps, après sa formation, que Quinlan Vos quitte Dathomir en tant que Jedi déchu du côté obscur. Le truc, c'est que du côté du Haut Conseil Jedi, lorsqu'ils ont appris que Vos avait rejoint le côté obscur, une partie des membres du Conseil, pas tous, ont émis l'idée de trouver et exécuter Quinlan Vos parce que trop dangereux pour l'ordre dû à ses capacités et à ses informations s'il venait à se retourner contre eux. Certains membres du Conseil ont l'assassinat facile. Heureusement, Obi-Wan parviendra à les dissuader de faire une chose pareille. Je ne vais pas aller plus loin parce que sinon on est parti pour 20 minutes et c'est pas le but avec cette vidéo. Voilà pour les quelques histoires sur les Jedi ayant basculé du côté obscur. J'ai évité les classiques encore une fois, Dooku, Ventress, Anakin, les Inquisiteurs, etc. qu'on connaît déjà. Je voulais vraiment parler de personnages que j'aborde très rarement sur la chaîne. Allez, moi je vais vous laisser là-dessus. N'oubliez pas le petit like, ça récompense le travail fourni et ça aide la chaîne à se développer. Je compte sur vous. Le commentaire aussi pour me donner votre avis sur le sujet d'aujourd'hui. Là aussi, ça aide à développer la chaîne. N'oubliez pas d'aller vous procurer votre sabre laser avant le Star Wars Day sur le site sabrelaser.fr, lien en description et code promo disponible. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine.